Nathalie Célia, bonjour. Bonjour. La première fois que vous vous êtes assise sur une chaise de bureau, votre tout premier job, est-ce que vous vous en souvenez? C'était quand? Racontez-moi. Alors, c'était il y a bien longtemps, mais dans les années 92, et c'était en Russie, au Ouh. moment où, d'un seul coup, on était dans la période de transition entre Gorbatchev, Yeltsin, etc. Et j'avais trouvé que c'était intéressant d'aller voir ce qui se passait dans les entreprises. Donc, j'étais auditrice chez EY pour la partie comptabilité, et notre job consistait à aller voir ce qu'il y avait dans les comptes russes, parce que les entreprises étrangères voulaient investir. Et pour savoir si c'était intéressant d'investir ou pas, eh bien, il fallait un petit peu transférer ces comptes russes en US GAAP ou autre, ce qui permettait aux investisseurs potentiels de lire. Très clair. Moscou, début des années 90, c'est ça? En gros. Ça. Et vous en gardez un bon souvenir? Excellent. Et alors, j'ai beaucoup aimé parce que d'abord, je suis d'origine ukrainienne, mais à l'époque, c'était la Grande Russie. Et c'est vrai que j'ai été touchée. J'étais mariée à un Russe aussi, alors j'étais intégrée dans une famille, et on avait toute cette âme slave qui est si attachante et qui fait qu'il y a ce brin de folie et en même temps ce côté très rationnel où on doit s'adapter. On apprend beaucoup parce qu'on apprend à s'adapter tout le temps sur un environnement qui change, et ça, c'est bien pour la suite. Ça donne des bons outils dans la caisse à outils. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec à côté de moi Nathalie Célia, directrice générale de Bucherer en France, une maison d'horlogerie, de bijouterie fondée en 1888. C'était encore avant, bien avant. dont nous parlions à l'instant. Alors, Bucherer et vous, ça s'est passé comment? Comment est-ce que vous, parce qu'on parlait à l'époque d'audit il y a assez longtemps à Moscou, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur la trace de cette grande maison d'horlogerie et de joaillerie? J'ai tombé en amour avec cette grande maison d'horlogerie et de joaillerie. Alors, j'ai eu un parcours qui est passé par différentes phases, et quand Bucherer a voulu ouvrir sa filiale en France, on a ouvert le magasin en 2013. Ils ont cherché une personne pour représenter la maison en France. C'est assez récent finalement, 2013. Oui, en France, oui. Même si la maison date de 1888, elle a été créée par le grand-père de Monsieur Bucherer, qui lui-même a eu 2 enfants, un formé dans l'horlogerie, l'autre formé dans la joaillerie. Et puis c'est Monsieur Jörg Bucherer, qui était le dernier descendant de la famille, en tout cas à la tête de la maison, qui encore jusqu'en 2023 était à la tête de cette maison avant qu'il ne décède en novembre. Et pourquoi vous alors? Pourquoi moi? Pourquoi vous? C'est une bonne question. C'est à Bucherer qu'il aurait fallu la poser. Mais qu'est-ce qui leur a plu dans votre profil, dans votre personnalité, dans vos compétences? Je pense qu'on a eu un coup de cœur vraiment réciproque. C'est vrai. Ce qui était important en France, c'était de se remonter les manches pour travailler, d'installer la filiale alors qu'on ne nous connaissait pas encore forcément, d'aimer l'horlogerie, et puis d'avoir envie d'être un peu agile pour s'adapter aux différentes situations, parce que depuis qu'on a ouvert, on a quand même vécu un certain nombre de périodes différentes. Il y a eu les attentats terroristes, malheureusement. Ensuite, on a eu les crises des gilets jaunes, et puis on a eu Covid. Donc à chaque fois, il a fallu se réinventer et avoir l'esprit entrepreneur pour justement faire face aux différentes situations, tout en préservant les équipes. Parce que ce qui était important aussi, c'est de préserver l'humain. Préserver l'humain, et donc vous dites les équipes, c'est important, l'esprit entrepreneurial. Est-ce que vous diriez que les jeunes, pardon, c'est atroce, j'ouvre les guillemets, les jeunes, je ferme les guillemets, est-ce qu'ils sont sensibles à ces maisons? Je disais 1888, c'est pas rien, tout de même, il y a un socle assez historique là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que les jeunes générations qui sortent d'écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., sont sensibles à ce côté historique? Oui. Alors, on a beaucoup de chance. Je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que les jeunes s'intéressent à l'horlogerie. Peut-être que l'Apple Watch aussi a redonné un petit peu l'envie de se diriger et de s'orienter vers l'horlogerie. Et puis, il y a ce côté transmission aussi, de grand-père, père, fils, d'une passion qu'on peut partager. Et nous, on a des jeunes à la fois dans les clients, parce qu'on a la clientèle la plus jeune du groupe en Europe. Et on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent toquer à la porte pour des stages qu'on suit ensuite en alternance, voire qu'on embauche. On a eu d'ailleurs une très jolie histoire avec un de nos clients à l'époque qui était jeune. Alors, ils étaient
sympa parce qu'il n'y avait pas encore forcément beaucoup de moyens. Donc là, tous les trois, ils se mettaient d'accord et ils mettaient une cagnotte commune, ils achetaient une montre et puis chacun la portait au moment des différents événements. Et puis ce jeune était en école de commerce, donc finalement il cherchait un stage, on l'a pris en stage. Et puis il est resté chez nous et on l'a embauché. Et c'est lui qui a lancé toute la partie vintage CPO. Comme quoi les jeunes aiment aussi l'histoire et surtout l'histoire de l'horlogerie. Parce que c'est pas évident, c'est pas le terme, mais à une époque où on parle beaucoup de tech, d'intelligence artificielle, de data, de choses finalement assez peu illustrables, qui sont un peu insaisissables, ce genre de maison, la matière, la beauté de certains objets, ça intéresse toujours. Les jeunes n'ont pas envie que de faire de l'IA et de la data et ce genre de choses. Non, heureusement. En réalité, c'est aussi un outil qui rassemble la montre. Parce que finalement, l'or, on n'a pas forcément besoin de la lire sur une montre. On a des outils connectés qui permettent de l'avoir, et parfois même plus précisément. Mais c'est un outil qui rassemble, ça permet de parler entre les générations, entre les jeunes, d'être dans des événements. Nous, ce qu'on essaie de développer beaucoup chez Bûcherer, par exemple, c'est l'expérience. Donc on va faire des événements complètement atypiques, et on va emmener nos jeunes dans les événements atypiques. Et on a des équipes qui sont assez jeunes et qui sont contents de venir chez nous aussi pour apprendre, pour partager. Et quand on dit que souvent les jeunes, c'est une génération qu'on a du mal à fidéliser ou qui n'aime pas travailler, alors sincèrement, c'est pas vrai. Parce que, ou alors on a beaucoup de chance, mais vraiment. Et ça, vous dites, c'est pas vrai. En tout cas, chez vous. Non, c'est pas vrai. On a des personnes qui sont volontaires, impliquées, motivées, et qui nous montrent finalement comment va être la société de demain. Donc c'est plutôt à nous de nous adapter, à l'intégrer et déjà en faire une force pour nous, pour nos sociétés demain. Quand on est DG je reprends une question d'histoire avec un grand H, mais quand on est DG d'une société comme celle-ci, qui a un passé romanesque, etc., vous n'êtes pas la seule, il y a plein de sociétés comme celle-ci. Est-ce qu'on se doit de connaître de fond en comble, façon fiche Wikipédia, l'histoire de la société qu'on dirige en réalité? C'est pas une colle, je vais pas vous demander en 1880, mais est-ce qu'on se doit un peu pour représenter Alors, j'utiliserai pas le terme est-ce qu'on se doit, on a envie. En réalité, on est intéressé parce que quand on parle d'horlogerie, on parle d'émotion, on parle d'histoire et là, dans ces cas-là, on se doit pas de le savoir, on a envie de le connaître. Et c'est ça qui est passionnant dans l'horlogerie. Je pense que c'est pour ça que ça intéresse aussi les jeunes, c'est que plus on apprend, plus on découvre, plus on a envie d'apprendre. Et il y a une telle technologie et il y a de tels progrès dans l'horlogerie tout le temps, en utilisant les nouveaux matériaux comme le silicium qui a permis de progresser sur certaines choses, ou des nouvelles façons de produire, ou des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, que finalement on se prend au jeu, donc on se doit pas, mais on est pris dans cette envie d'en apprendre toujours plus. Là, vous parlez d'innovation. Par dans exemple. Une certaine mesure. Parce que l'innovation, tout le monde n'a que ça à la bouche, pour le coup. N'importe quelle société en parle, mais c'est vrai aussi pour les maisons un peu ancestrales comme la vôtre. L'innovation, c'est pas un gros mot. Pas du tout. On essaye toujours, on a une vision chez Bûcherer, par exemple, qui est d'être ce qu'on appelle une boussole pour redéfinir l'expérience client. Et on peut avoir la technologie qui va rentrer dans comment on va améliorer l'expérience client, comment on va faire en sorte que, au-delà d'une montre qu'on va vendre, on va avoir une vraie rencontre avec un client et on va partir dans un voyage et tout ça, les nouvelles technologies, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était digital, mais surtout vente par exemple en ligne, ça peut être des outils qu'on va utiliser nous, qui vont venir en complément de ce qu'on a nous. Mais l'humain va rester au cœur de nos métiers, malgré tout, que ça soit pour nos équipes, parce que si on n'arrive pas à faire rêver nos équipes, elles seront pas bien, elles feront pas rêver nos clients, et bien évidemment aussi nos clients. Et la vente en ligne alors, est-ce qu'on achète aujourd'hui de plus en plus des choses un petit peu précieuses, c'est-à-dire là on parle de beaux objets, est-ce que aujourd'hui vous diriez en 2025 qu'on peut acheter sur un coup de tête sans avoir vu, pour de vrai, sans avoir touché, sans avoir réfléchi sur Internet, des choses qui peuvent coûter un peu cher en réalité?
Alors, ça dépend des personnes. Chacun, après, Oui. fait selon ses façons et son attrait aussi pour la technologie. Oui. Donc, ça dépend. Maintenant, c'est complémentaire parce que souvent, les personnes vont aller chercher sur Internet un certain nombre d'informations et vont arriver en magasin pour le voir, pour toucher l'objet, parce qu'on utilise vraiment nos 5 sens quand on va chercher quelque chose. Et là, on va pouvoir aller un petit peu même plus loin dans cette rencontre horlogère. Mais donc, il y a toujours cette précaution d'aller sur site, je dirais, pour toucher, pour voir avant l'acte d'achat. Certains, oui, notamment dans les clientèles plus jeunes. Elles ont envie parce qu'elles ont l'habitude, elles vont aller chercher quelques informations. Et puis, c'est aussi rassurant avant de pousser la porte d'un magasin. Et puis, d'autres personnes vont rentrer et vont envie juste d'être accompagnées, de se laisser porter, de vivre un joli moment parce qu'on va installer dans un salon VIP, on va apporter petit sandwich, des petits fours, quelque chose à boire et on va discuter. Parce qu'on n'est plus dans un acte d'achat ou de vente, on est plutôt dans un échange de passionnés. Oui, parce que dans cet univers un peu de luxe, c'est toujours la clé finalement, la réception, la façon dont on est accueilli. Le moment qu'on va passer ensemble. Ouais, et Internet et le e-commerce ne changera jamais rien à cela. Non, on peut l'utiliser pour que ça soit complémentaire et que ça soit encore une fois une façon différente de toucher des clients en amont. Par exemple, si on parle du vintage, on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de collectionneurs qui vont avoir regardé auparavant sur Internet ou sur notre site les pièces qui sont disponibles et puis après ils vont venir les voir en magasin. Est-ce que vous diriez que vous avez une patte, disons, par rapport, parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans cet univers, qu'est-ce qui vous différencie des autres marques que tout le monde connaît? Alors, je pense qu'on a souvent le même métier avec nos collègues. Et ça, c'est important parce qu'on a la même envie de satisfaire nos clients. On essaye, nous, d'aller chercher peut-être le petit supplément d'âme ou de faire vivre des expériences différentes et d'être authentique. On a mis en place ce qu'on appelle un hallmark, le poinçon bûchereur. Et on cherche l'authenticité, on cherche la rencontre, l'appréciation des personnes, d'avoir de l'empathie derrière dans le petit bout de chemin qu'on va faire ensemble, de connaître parfaitement, parce qu'on doit être professionnel, l'univers qui est le nôtre. Et tout ça fait que cette espèce de petit cocktail fait qu'on va être membre d'une famille. Nous, à la fin, ce qu'on voudrait, c'est que les personnes elles repartent en se disant, au-delà de j'ai acheté l'objet, je suis membre de la famille bûchereur. Et aujourd'hui, je m'y sens bien. Je viens comme je viens à la maison et on va m'accueillir parce qu'on est content de me voir sincèrement. Là, vous en parlez très bien, Nathalie Célia, de cette histoire bûchereur. Mais est-ce que c'est un univers qui vous a toujours passionné? Parce qu'on évoquait au début de notre échange vos années à Moscou en audit. Est-ce que c'est un univers qui vous a toujours passionné, ou alors est-ce que finalement ça vous a rattrapé pour plein de raisons? Alors, je pense que ce qui m'a toujours passionnée, c'est le mouvement. J'ai fait des études de psychomotricienne. Alors, au début, tout à fait classique. J'ai été diplômée de l'EDEC et après, je suis partie dans le business. Et puis, j'ai eu le sentiment d'avoir reçu beaucoup et qu'il fallait redonner. Et j'ai été chercher quelque chose qui était en lien avec le mouvement. Donc, en psychomotricité, on travaille beaucoup sur le mouvement, la régularité, la précision, la façon de fonctionner. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans l'horlogerie. Donc, quelque part, j'avais déjà un pied dans l'horlogerie. Vous avez déjà un pied dans l'horlogerie. Est-ce que vous diriez que c'est on en a un peu parlé déjà avec la marque employeur et les jeunes, mais est-ce que c'est contagieux, vous diriez, dans cette époque un peu paradoxale, où c'est la culture du zapping. On dirait que tout n'est qu'éphémère. Alors, je vais prendre juste l'exemple des personnes qui, chez nous, restent chez Bûchereur. En général, on a ouvert maintenant il y a 12 ans. Et on a probablement une des plus grandes anciennetés par rapport même à d'autres concurrents dans l'horlogerie. Parce que les personnes, quand elles rentrent, elles sont prises de ce petit virus qui est l'horlogerie, de cette passion qui est la passion pour l'horlogerie. Et elles restent fidèles chez nous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on les prend souvent quand ils viennent en stage. Après, en alternance, souvent on les embauche. Et le dernier exemple en date, on en parlait il y a quelques jours. C'est un jeune stagiaire qui vient pour 2 mois chez nous, qui est arrivé juste là maintenant, qui connaissait pas grand-chose à l'horlogerie, mais qui avait envie de s'y intéresser. Et quand il rentre à la maison, aujourd'hui, ce qu'il nous a dit, ou en tout cas ce que ses parents nous ont dit, c'est qu'il en parle.
Et il a dit qu'à la fin de ces 2 mois de stage, ces petits sous qu'il allait économiser, il avait probablement suffisamment dans sa cagnotte pour acheter une Tissot. Et je trouve ça génial. Et il a emmené sa sœur dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, elle a envie de faire un atelier pour démonter un mouvement. Et il en parle à ses parents qui commencent à s'y intéresser. Et voilà, ça, c'est contagieux. Et ça se propage autour et on en parle et on le partage. C'est surtout ce partage qui est intéressant. Merci. Nathalie Célia, donc vous êtes directrice générale de Bucherer France. Et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions sur ce plateau. À très bientôt. Merci beaucoup.